Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de lecture, d'illettrisme, on va parler de soins, on va parler d'accompagnement avec les assistantes sociales ou avec les infirmières. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. Voilà, aujourd'hui je reçois deux femmes. Comme d'habitude dans Femmes, à ma droite, il y a Mélanie Clem. Comment ça va, Mélanie? Ça va, je vous remercie de m'avoir invitée. Merci d'avoir accepté. Je sais que c'est un petit peu angoissant. Oui, c'est stressant, voilà. C'est une première. Mais on aime bien. Sur Femmes, en fait, le principe de Femmes, c'est qu'on invite des femmes, dont parfois c'est pour qui c'est la première fois. Voilà. Donc merci d'être là. À ma gauche, il y a une jeune femme un peu plus expérimentée en matière de médias, on va dire, qui s'appelle Anaïs Javitari. Comment ça va, Anaïs? Ça va très bien, merci. Ça va? Oui, ça va. En tout cas, je suis tellement heureuse de vous avoir. Voilà, merci d'être là. Je pense que vous avez des points communs. Et puis aussi beaucoup de points communs. Beaucoup. Voilà. Et comme d'habitude, c'est le hasard qui veut ça. On commence par qui? Plouf, plouf. Qui c'est qui commence par se présenter? À toi l'honneur. Merci. Voilà, Mélanie. Donc, Mélanie Clem, donc je suis maman de 2 enfants tout d'abord. Je suis mariée, je suis infirmière et je vais bientôt avoir 37 ans. Donc, super. Voilà, tu es infirmière et tu es vraiment très active. Tu as un quotidien dont tu vas nous parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et puis tu me disais qu'un quotidien vraiment, très, très impliqué en fait auprès des personnes. Mais tu me disais que tu arrivais ici donc depuis 2009. Alors voilà, je suis arrivée en janvier 2009. Juste avant les fameux événements. Avant les événements, donc j'ai pu vivre les événements de 2009, mais j'ai choisi de continuer à rester vivre en Martinique. Ça ne t'a pas dissuadé? Pas du tout. Et aujourd'hui, tu dirais que tu te sens... Non, parce que tu es d'origine, tu nous as pas parlé de tes origines. Alors, je suis d'origine alsacienne, donc je suis née à Strasbourg, et donc je suis arrivée ici à l'âge de 22-23 ans. Et donc, ça fait maintenant plusieurs années que je suis martiniquaise d'adoption. Et donc, tu dirais que tu es une Strasbourgeoise qui est devenue martiniquaise, ou tu es une martiniquaise qui était strasbourgeoise, ou tu es les deux? Alors, je suis les deux, je reste les deux, mais dans mon quotidien, je suis martiniquaise. Et puis voilà, quand je rentre en métropole, chez moi, Strasbourg redevient ma ville. Et comment tu arrives à faire vivre ici tes origines? Est-ce qu'il y a des moments, par exemple Noël, par exemple, qui sont des fêtes de famille, où tu arrives à revivre avec ta famille d'ailleurs, cette culture strasbourgeoise qui est caractérisée par quoi d'ailleurs? Alors déjà, on peut vraiment faire un parallèle entre le Noël en Martinique et le Noël en Alsace, c'est-à-dire que c'est vraiment une période de fête qui se distingue des autres périodes de l'année dans les deux régions. Donc déjà, j'ai retrouvé cette sensibilité qui me tenait vraiment à cœur en Alsace. Et donc, je fais revivre ça à travers des repas familiaux. Qu'est-ce qu'on mange à Strasbourg? Alors, à Strasbourg, on mange de la tarte flambée, on mange de la choucroute. C'est ce que j'allais dire. Du bec au feu. La choucroute, ouais. Voilà. Super bon. Tu aimes ça, toi? Ah oui. Ah oui. Mais on peut retrouver, alors si j'ai un petit peu le blues, on peut retrouver à Saint-Pierre, il y a un monsieur qui a ouvert un restaurant qui est alsacien. Alsace à Caille. Et donc, du coup... ça mixe bien les deux origines. On est cool à Zitata, pub, oui, voilà. Alsace à Caille, Saint-Pierre, voilà. Spécial dédicace. Ouais, voilà. Donc si on a le blues du pays, Strasbourg. On peut monter à Saint-Pierre. Et donc tu disais que tu arrivais ici avant les événements de février 2009. Tout à fait. Donc tu travaillais où? Tu étais infirmière? Alors j'étais infirmière en réanimation au CHU pendant plusieurs années, donc une superbe expérience avec une très bonne équipe. Et donc j'ai choisi de quitter le CHU et on m'a proposé de travailler chez HSE Caraïbes, qui est un prestataire de santé à domicile. Donc j'avais besoin de me rapprocher du domicile des patients, voir ce qui se passait en dehors de l'hôpital. Mais tu vas nous parler du quotidien, s'il te plaît. Et puis tu étais en réa, quoi. Tu vas nous parler de comment finalement on fait face à la fin de vie aussi, parfois. Tout à fait, et puis à la maladie, quoi, et à l'accompagnement. Voilà. Alors l'accompagnement, déjà tout au long de nos études, comme on fait des stages, on a affaire forcément à différents stages dans différents services. Et donc,
on approche la mort, la douleur, la maladie lors de nos études. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Donc là, dans mon quotidien, effectivement, je suis amenée à travailler avec des patients qui sont en soins palliatifs. Donc, c'est très important de prendre plusieurs paramètres en compte quand on s'occupe de patients qui sont en soins palliatifs. Ça peut être pour des cancers, mais pour d'autres choses. Il n'y a pas que les cancers qui peuvent être amenés à être accompagnés à la maison. Et donc ça, c'est une spécificité aussi que j'ai retrouvée en Martinique, qui est aussi l'accompagnement de fin de vie au domicile, qui est plus présent qu'en métropole, par exemple, complètement. Et alors Anaïs, tout ça te parle parce que toi, tu fais aussi de l'accompagnement. Tu es dans une situation d'écoute en fait, puisque tu es assistant social. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? C'est ça, c'est vrai que je me retrouve quand même pas mal sur le discours. Donc moi, je suis Anaïs Vitari, j'ai 27 ans. Donc pareil, je suis née en métropole, j'y ai grandi une vingtaine d'années. Je suis née à Dreux. Donc, on disait Dreux pour ceux qui... Voilà, pas très connu, mais pas très connu. Connu par certains. Surtout très connu, 83 Dreux, 17% FN, Front National. C'est surtout pour ça que c'est connu. Voilà, c'est pas la plus jolie publicité. C'était Stierbois, j'ai dit. Oui. C'était Stierbois. Oui. C'était Stierbois. Et puis il y avait aussi Dieudonné aussi à Dreux. Dieudonné vivait, enfin je ne sais pas s'il vit encore. Non. Mais il avait même non, son théâtre c'était dans le 11e, mais voilà, il a vécu. Et puis tu me rappelais qu'Édith Lefel. Oui, Édith Lefel, c'est ça. Oui, j'ai des souvenirs même du décès d'Édith Lefel. Je me souviens de moi petite, ma mère était une fan d'Édith Lefel. Il y avait tout le monde était regroupé, les Antillais, on va dire que tout le petit groupe d'Antillais de Dreux était présent à l'hôpital à Dreux à ce moment-là. Donc oui, j'ai un souvenir. Donc tu as grandi à Dreux. J'ai grandi à Dreux, c'est ça. Mais tes parents sont martiniquais? Alors, du coup, moi, j'ai une mère qui est martiniquaise et un père qui est capverdien. Donc, un mélange assez atypique, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup. C'est des gens qui s'aiment, qui se rencontrent. Et puis voilà. J'aime beaucoup et on va dire que j'ai jamais réellement vécu du coup sur la Martinique, mais j'ai eu un vrai coup de cœur parce que j'y allais tous les étés avec ma mère et c'est une île que j'affectionnais particulièrement. Et ta mère est originaire de quelle commune? Alors, ma mère était originaire du Robert. D'accord. Voilà. Et donc tu venais chaque année, et puis donc tu as 27 ans, tu travailles maintenant et tu habites ici, mais tu es là depuis quand? Alors je suis ici depuis 2018. D'accord, donc c'est assez récent. Voilà, c'est récent. Tu es contente? Très contente, ah oui. Mais alors qu'est-ce qui t'a fait quand même franchir le pas? Qu'est-ce qui parce que tu as grandi, même si tu es venu, tu as le coup de cœur, qu'est-ce qui a fait que je veux rester là, je veux rester là? Alors j'étais en école d'assistante de service social sur la métropole et j'ai voulu du coup tenter une expérience professionnelle sur la Martinique, donc je suis partie en stage à plusieurs reprises sur la Martinique pour essayer de voir comment je me sentais niveau professionnel, parce que c'est bien beau en termes de cadre de vie, mais voir aussi si je peux m'adapter avec une équipe ici, une équipe en Martinique. Donc c'est vrai que mes 2 stages se sont super bien passés. Ça m'a permis d'élargir notamment mes contacts sur la Martinique et de faire de très bonnes rencontres, parce que j'ai tout de suite signé un CDI dès mon arrivée en 2018. Et je n'ai pas refusé tout simplement parce que c'était un poste qui m'attirait énormément dans une entreprise d'accompagnement. On est prestataire de plusieurs partenaires sur le territoire, dont la CTM, et on participe notamment à la mise en place de grands dispositifs sur le territoire. Alors, c'est ce qui est intéressant. Je dois avouer vraiment mon ignorance, messieurs et dames qui me regardaient. Parce que moi, à l'époque, si tu veux, je te disais ça, à l'époque, les assistantes sociales, pour moi, c'était des gens qui étaient des fonctionnaires, qui était, il me semble, à l'époque à la DICES, c'était le conseil général qui s'occupait de tous ces aspects, donc politique sociale. Et là, tu me dis, donc c'est des entreprises privées qui sont des prestataires pour le compte des collectivités notamment. C'est ça, oui, exactement, parce que c'est vrai qu'en termes de besoins, donc le besoin est grand. Le besoin est grand, ça ne va jamais cesser en réalité parce qu'il y a toujours un besoin au niveau du social, du milieu social. Et c'est vrai que les collectivités en elles-mêmes n'ont pas suffisamment en réalité de personnes. Ils ont toujours un petit peu besoin de renforcer leurs équipes et du coup de prendre des prestataires externes aussi. Donc des associations mais aussi des entreprises. Et donc toi tu agis sur quel? Parce que souvent les assistants sociaux ont des secteurs. Tu es sur quel secteur? Du coup moi j'ai pas de secteur, je suis sur toute la Martinique. Tu es volante. Ça fait du travail de rouler sur toute la Martinique, mais c'est encore un point commun. Exactement. Toute la Martinique. Vous devriez faire du covoiturage, entre vos entreprises. Et je pense qu'il manque du covoiturage justement sur la Martinique, parce que vu les bouchons qu'il y a, ça aurait été pas plus mal s'il y avait plus de covoiturage. Parce que faire des allers-retours nord-sud, c'est vrai que ça demande de l'énergie. Tu vas de Grand-Rivière à Sainte-Anne? C'est possible, tout est possible. D'accord. Et alors, c'est quoi la réalité? Tu sais, on a beaucoup parlé ces derniers mois, tu vois, et ces dernières années de la pauvreté, on parle beaucoup de familles monoparentales, on parle aussi de violence familiale, on parle d'éducation aussi, il y a tout un sujet autour de la jeunesse, par qui sont élevés les enfants, etc.
Toi, avec ton vécu, donc tu viens de Dreux, avec ton vécu, tu as 27 ans, et qu'est-ce que tu vois de la réalité sociale de notre pays? Martinique, le département martiniquais principalement. Oui, le territoire. Parce que c'est vrai que, pour ma part, je trouve que la présence des addictions, c'est une problématique assez importante, notamment l'alcool. L'alcool, ok. La drogue aussi. La drogue, mais beaucoup de problématiques d'alcool. Quand tu dis la drogue, tu parles de quoi? De crack, de marijuana, de cocaïne, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu de tout, hein. Un peu de tout. Une problématique d'addiction, quand même, présente aussi au jeu. Donc, voilà. Alors, toujours au plaisir, on n'en parle pas assez. Ouais, voilà. C'est vrai. Et ça touche d'ailleurs ça touche pas que les jeunes. Non. Parce que dans les casinos, oui, dans les salles de jeu, il y a beaucoup de personnes d'un certain âge. Et on a des personnes qui sont fichées, hein, donc, dans les casinos, que ce soit aux Trois-Îlets ou à Chelcher. Donc, vraiment des problématiques de gestion budgétaire, notamment liées aux addictions. Donc ça, on va dire que c'est quelque chose que je vois souvent. Problématique, comme tu dis, de gestion budgétaire, mais aussi de dépression. Oui, la dépression, oui. Mais parce que l'addiction, c'est pas mal lié, non? Enfin, je dis ça, oui, c'est quelque chose que je voyais aussi en métropole, hein, la dépression quand même. Mais lié à l'addiction? Lié à l'addiction, c'est vrai que, de toute façon, qui dit problème de gestion budgétaire, dit dette et dit dépression aussi. Parce que du coup, quand on est dans un engrenage, c'est très difficile de garder le moral en réalité. Tu sais qu'on ne parle jamais de cette question-là. On parle beaucoup de drogue, on parle beaucoup de violence, on parle beaucoup des armes. Qui n'est jamais soulevé. Ça n'est jamais soulevé. Jamais soulevé. Et notamment, c'est intéressant que tu en parles, parce que ça touche des populations, comme tu dis, qui sont vraiment toute espèce de population. Large, toi, tu connais aussi cette question-là? Alors, les problèmes d'addiction, oui, on peut les rencontrer. On peut les rencontrer régulièrement, effectivement, sur l'alcool, la drogue. Ce sont des choses qu'on peut voir au domicile, tout à fait, des personnes. Et donc, toi, juste, quand tu interviens, par exemple, comment tu interviens? Parce que ici, on essaie de comprendre les métiers aussi des uns des autres. C'est pour ça qu'on fait venir des femmes qui sont vraiment d'horizons différents. Donc, voilà, tu arrives, il y a des signalements. C'est quoi le process qui amène à une mise en relation et un dialogue avec ces personnes? On est missionné. Ça passe au préalable du coup par, en général, l'employeur, la personne qui nous choisit en tant que prestataire. On a ce qu'on appelle un missionnement avec la problématique de la personne ou de la famille pour qu'on puisse savoir un petit peu ce à quoi il faut qu'on s'attende au moment de la visite à domicile. Nous, c'est que du terrain, donc on va à la rencontre des personnes. Vous y allez seul? Voilà, exactement. D'accord, comme seul, toi. Non accompagné. Alors, seul, mais sauf pour les thématiques type protection de l'enfance, où du coup ça relève quand même d'être accompagné. Donc là c'est en binôme, mais normalement c'est uniquement seul en réalité. Hein. Donc c'est quand même un métier à risque. Tu n'as jamais eu de problème? Tu n'avais jamais eu de problème? Bien sûr. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'arrive de temps en temps. C'est vrai que le métier d'assistant de service social, il n'est pas très bien réputé en soi. Et c'est ça. On a un peu la place de la personne qui place les enfants, l'image de la mauvaise personne qui vient macréler un petit peu la vie des gens à son domicile. Le supplétif de la police. Pour signaler ce qui se passe ou pour pouvoir signaler des fraudes, alors qu'en réalité pas du tout. Les personnes oublient aussi que c'est vraiment un métier de relation d'aide. C'est ça, c'est ça. C'est vraiment la levée des freins pour permettre aux personnes de développer leur autonomie et de pouvoir aller mieux tout simplement dans leur vie en général. Oui, tu abondes dans ce sens. Oui, alors nous, mes collègues et moi, on va dire l'équipe, nous on arrive dans un cadre plus positif, c'est-à-dire qu'on arrive dans le cadre de la maladie. Voilà. Elle a pu décrire le process de la mise en relation, mais toi, avec ta société HSE, c'est pas du Rhum, c'est pas HSE. Non, c'est pas le Rhum. C'est donc, tu vas, donc explique-nous ce que tu fais. Alors, donc, nous sommes une équipe, donc il y a une équipe de techniciens respiratoires, notamment avec une infirmière spécialisée en respiratoire, donc qui va installer tout ce qui est oxygénothérapie au domicile, des aérosols, voilà, des PPC aussi, donc ce sont des appareils d'apnée du sommeil. Donc il y a toute une équipe qui fait ça. Et après, au niveau des infirmières, nous avons une diététicienne et nous intervenons sur des patients qui ont des pompes de diabète, des pompes de Parkinson. Donc, comme je le disais tout à l'heure, sur des patients qui sont en soins palliatifs ou alors qui ont des traitements pour la gestion de la douleur. Et après, sinon, ça peut être également des panels. Dès qu'un patient a besoin d'un traitement au domicile qui peut être injectable, à ce moment-là, nous, on va intervenir. Quand le patient ne nécessite pas une hospitalisation, bien sûr. Donc, ça peut être soit directement au domicile, soit ça peut être un patient qui sort d'hospitalisation. Mais donc, tu as amené à avoir des relations quasiment quotidiennes avec les gens? Quotidiennes avec les gens, tout à fait. Donc, alors, ça va dépendre de la pathologie, de la nécessité. Nous, on travaille en collaboration avec les infirmières libérales. Donc, ce sont elles qui font les soins auprès du patient. Pas toi?
Moi, je ne fais pas les soins. Je coordonne donc toute la gestion autour du patient et de la famille. C'est-à-dire qu'on peut leur apporter aussi des informations et on travaille en collaboration, notamment avec des réseaux, le réseau de la DAC, donc qui est une centrale d'appui et de coordination. Avec qui je travaille aussi. Voilà. Comment tu travailles avec le réseau Pareil, Autonomie, je les sollicite, sûrement. notamment quand j'ai des bénéficiaires âgés avec type Alzheimer ou ce genre de choses. C'est vrai qu'ils m'aident beaucoup pour pouvoir guider les familles vers les structures. Donc pareil. Voilà. Donc nous on travaille plus spécifiquement avec le réseau EMIL, donc qui est un réseau de soins palliatifs et de la douleur de l'hôpital du Saint-Esprit, et le réseau Ouspel. J'aime bien, moi je suis entre elles et qu'elles se regardent et puis moi je suis là, mais je sais pas quoi, voilà, je sais là, oui, c'est ça. On se soutient. Pourquoi vous avez voulu faire ça? Pourquoi tu as voulu être assistante sociale? C'était une vocation, bien tu... Je pense que oui, c'était fait pour moi en réalité. Pourquoi, je pense, parce que depuis petite, j'ai cette fibre-là. Je pense qu'il ne m'a jamais réellement quittée. Je sais que mes parents m'ont toujours dit. Ta mère faisait quoi? Tes parents faisaient quoi? Coiffeuse, et puis mon père dans le bâtiment, pour bien suivre le cliché des Portugais capverdiens, donc dans le bâtiment. Et puis ma mère coiffeuse, donc rien à voir. Soit ils sont dans le bâtiment, mais ils chantent comme César Aillago. Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, oui, très bonne artiste. Comme César Aillago. Oui. Et puis, je pense que c'était depuis petite en réalité. C'est vrai qu'on m'a toujours décrite comme étant une petite fille qui aimait partager. Un petit peu Macrel quand même, un petit peu. Un petit peu Macrel aussi. qui aimait discuter, très sociable, et puis surtout toujours à vouloir donner une pièce de monnaie à un SDF dehors. Donc, mais on n'est pas SDF, mais on a notre carte, on a notre sac là, à la fin. Donc tu as toujours voulu faire ça. Oui, je pense en réalité. Et donc tu as fait quoi comme études Alors du coup, j'ai fait mes 3 années en école d'assistante de service social pour obtenir le diplôme d'État. Et toi, est-ce que tu as eu la vocation, s'est révélée? Alors moi, la vocation, c'est pas révélée avec la famille parce que c'est pareil, on n'était pas du tout dans le milieu ni médical ni paramédical. Alors j'ai un papa policier et une maman assistante maternelle. Oui, c'est pas très loin ça quand même. C'est pas très loin, mais qui était donc qui gardait des enfants. Et alors moi, ça s'est révélé lors du cancer de mon grand-père, donc dont j'étais très proche, et donc forcément, c'est pareil, au domicile, il y a des personnes qui gravitaient autour de lui, donc le médecin, le kiné, l'infirmière. Donc au départ, je voulais être kiné, et puis après, il y a eu un forum des métiers. J'ai trouvé que l'infirmière qui était invitée, malgré qu'elle soit bientôt à la retraite, elle parlait avec une passion de son métier, et c'est vrai qu'on parle souvent des infirmières qui arrêtent au bout de quelques années. Et malgré toutes ces années, j'arrive encore à garder cette passion. Et c'est un métier de passion, mesdames, le métier que vous exercez. On ne le fait pas pour l'argent. Vous ne pouvez pas faire ça pour l'argent? Non. Pourquoi c'est pas bien payé? Il y a mieux. D'accord. Il y a mieux quand même. D'accord, mais moi, pour ma part, je l'ai pas choisi pour ça. En tout cas, j'ai vraiment choisi pour l'amour des autres. Enfin, je sais que chaque fois que je vais au travail, je suis vraiment très très heureuse de faire ce que je fais. C'est certain, je pense qu'on a un vrai sens. En tout cas, ça a un sens pour nous. Chaque jour, les patients, les familles nous apprennent quelque chose. Et ça nous sert aussi à relativiser des fois sur des petites problématiques que nous, on peut avoir, des petits stress. Et en fait, quand on regarde la vie des autres, qu'on partage la vie des autres, parce que c'est un partage, et ça nous aide beaucoup à relativiser. En tout cas, vous avez des regards qui expriment cet engagement que vous avez. Je suis très d'accord avec elle. Vraiment, ça nous apprend à relativiser au quotidien. C'est ça. Je me plains beaucoup moins depuis que je suis assistante de service social, parce qu'on est tellement face à des situations qui nous prennent aux tripes, des situations parfois tragiques. Vraiment, je pense sincèrement que je grandis à chaque fois que je vais au travail. Tous les jours, j'en apprends. Ouais. Et c'est vrai que l'entreprise, moi, dans laquelle je travaille actuellement, donc ça fait 9 ans que j'y travaille, j'arrive vraiment à donner du sens, parce qu'effectivement, on peut aussi être amené, donc on s'occupe des patients en domicile, mais on peut être amené aussi à amener les patients dehors de leur domicile. Donc, et on va revenir sur cette opération dont on s'est fait l'écho ici à Zitata, parce que je crois que Jean-Marc a interviewé une de tes collègues. Exactement. Alors, on a parlé longuement de vous, de vos parcours. On va continuer, mais avant de continuer, petit jingle, focus, on part ailleurs. On a presque le même métier. Voilà, ils ont presque le même métier. Alors moi, je vous amène en 3 endroits différents. Donc focus, aujourd'hui, il y a trois petits stops.
Premier stop, je veux vous parler de rapport des sénatrices françaises, donc un rapport dont on a peu entendu parler. Moi, j'ai trouvé cette information sur un site qui s'appelle Medscape, qui est un site en fait d'information sur la santé en général, donc qui compile tous les rapports, toutes les publications scientifiques et sérieuses sur la santé. Et là, donc, il s'agit de rapports de sénatrices qui est consacré à la pornographie, donc c'était écrit. Donc le rapport entre la pornographie et les violences sont. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc une grande première à propos de véritable business, c'est ce que dit le rapport. Un business qui produit, je cite, des vidéos et des films dont 90% des scènes montrées sont des scènes de violence non simulées. Pornographie, on fait des films. Et la violence qui est omniprésente est réelle. C'est-à-dire, et généralement, ce sont les femmes qui sont victimes de cette violence-là. Donc les sénatrices disent, stop, ça suffit. Il est absolument étonnant que les pouvoirs publics ne se soient jamais saisis de cette histoire. Violences faites aux femmes, pornographie et des choses réelles. On aurait pu simuler, non, ça n'est pas le cas. Et l'un des problèmes importants, voilà ce que je cherchais aussi, c'est l'exposition des jeunes, et notamment des mineurs, en fait, à cette violence-là, puisque 19 millions d'internautes français, on parle de France, 19 millions d'internautes fréquentent ces sites pornographiques, donc c'est souvent, on parle de films, mais surtout sur Internet, et parmi ces 19 millions d'internautes, 2,3 millions de mineurs sont exposés à ces sites porno. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est énorme, voilà. Donc tout à l'heure on parlait de l'addiction au jeu, mais là ça fait partie des choses. Oui. Voilà, ça exactement. Et puis ça crée aussi un rapport à la sexualité erroné qui bien sûr qui place les femmes en situation de domination systématiquement. Donc, voilà la première info dont je voulais qu'on parle. C'est réel. Deuxième info, je voulais qu'on parle aussi en 2 mots de Kim Kardashian. Alors on parle beaucoup avec les réseaux sociaux. Là on est toujours sur Internet, les réseaux sociaux, c'est les influenceuses, les influenceurs. Donc c'est des nouveaux métiers. Aujourd'hui, si vous voulez gagner votre argent, beaucoup d'argent d'ailleurs parfois, vous êtes Kim Kardashian. Alors Kim Kardashian s'est fait connaître avec sa famille en étant, ils avaient une émission de télé-réalité qui était la toute première qui était sur E! Entertainment. Et donc, elle est devenue célèbre comme ça. Enfin, il y a encore des gens qui ne connaissent pas Kim Kardashian, mais à mon avis, très peu. En fait, donc, le problème, pour Kim Kardashian, c'est que Kim Kardashian gagne sa vie en faisant, donc on se montre à la télé, puis en faisant de la pub. Et alors, il y a quelque temps, elle a fait de la pub pour les crypto-monnaies. Vous avez entendu parler de ça, les crypto-monnaies, c'est des choses un peu particulières au monde digital. Elle a touché 250 000 € pour faire de la publicité pour une crypto-monnaie. Sauf que la crypto-monnaie s'est cassée la figure. Et l'organisme, un petit peu, la police un petit peu de ces choses-là aux États-Unis, la SEC, a décidé de lui faire payer ça parce que elle n'a pas dit à l'époque qu'elle avait gagné 250 000 € pour faire de la pub. Les petits épargnants qui ont mis tout sur leur crypto-monnaie, je ne sais plus comment celle-ci s'appelait, Ethereum Max, ont tout perdu. Eh bien, Madame Kim Kardashian, jolie madame, devra payer 1,26 million de dollars à la SEC. Voilà, on n'a pas de. Enfin, je vais vous laisser commenter tout à l'heure. Et on peut commenter d'ailleurs maintenant. Qu'est-ce que vous pensez de ces 2 infos, pornographie et puis Kim Kardashian? Et puis j'ai une info une autre info à partager avec vous. Moi, sur la première information, étant maman d'un préadolescent, c'est sûr que ça interpelle. Et je pense que parents, toutes les personnes qui gravitent autour des enfants, on doit pouvoir les alerter là-dessus. Oui, je t'interromps 2 secondes parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous allez sur un site. Ça arrive d'aller sur des sites qui n'ont rien à voir. Vous allez sur un site. Et puis subitement, quand vous réallumez votre ordi, les pop-up, en fait, des sites en pop-up spontané, c'est un site porno. Moi, ça m'est arrivé plus d'une fois. Je ne suis jamais allée sur un site pornographique. Et puis, vous êtes là, appuyez, mon Dieu. Donc, j'imagine que les enfants qui utilisent les ordis, mais c'est ça qui arrive. C'est-à-dire tout à fait. Et on ne peut pas les arrêter. Tout à fait. Et donc, c'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau et moi, on contrôle beaucoup. Comment tu fais, toi? Alors, bon, pour l'instant, il vient de rentrer en 6e, donc il a un téléphone portable, mais qui ne sert qu'à appeler. C'est les anciens téléphones qui ne servent qu'à téléphoner, à envoyer des SMS. Et donc là, ce sera la négociation, parce que c'est un des rares dans sa classe. Oui, mais c'est très bien. C'est très bien. Qui n'a pas accès à ça. Et puis l'ordinateur, c'est un ordinateur familial qui est au salon. Donc pour l'instant, on arrive à gérer comme ça. Après, voilà, je me fais pas
illusions, hein. Ils parlent, il y a la cour de récréation. Bien sûr. Mais je pense qu'il y a des émissions quand même qui disent que les ados sont de plus en plus tôt confrontés à des images auxquelles ils ne sont pas préparés. Addictives, comme tu disais tout à l'heure. Et violentes et réelles, c'est ça qui fait très peur. Notamment sur les réseaux sociaux. Hein. Oui. Ouais. Sur les réseaux sociaux, c'est très 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 présent aussi, au-delà des films pornographiques. Hein, mais c'est des extraits en fait, des extraits qui peuvent apparaître sur Twitter par exemple notamment, extrêmement violents. Et je pense que ça contribue aussi notamment à l'hypersexualisation constante des femmes, notamment avec l'apparition de la télé-réalité déjà, et aussi les réseaux sociaux, la pornographie. Est-ce qu'on sort de ça? Comment on sort de ça, Anaïs? Toi qui as 27 ans, qui t'intéresse au livre, on va y venir tout à l'heure. C'est compliqué. Comment on sort de ça? Les jeunes garçons de ma génération par exemple, maintenant, pour eux, une femme doit avoir telle caractéristique physique parce qu'ils sont tellement amenés à... C'est-à-dire les fesses comme Kim Kardashian. Mais c'est devenu... Il faut se faire botoxer les fesses, tu prends là, tu mets derrière. Mais c'est une réalité. Hein. Et puis tu mets la taille comme ça, la taille pin-up. C'est une réalité. Moi j'ai vu l'évolution vraiment entre le collège et maintenant. Où je tu n'as pas cédé ça à ça, toi? Ça va. Je n'ai pas fait de chirurgie esthétique. Mais c'est vrai qu'il suffit de tomber sur des personnes un petit peu plus fragiles, ça crée beaucoup de complexes. Alors donc, c'est le constat, mais on en sort un jour ou pas? Ton fils, par exemple, ton préado, il sera dans ça, même s'il ne vous regarde pas de film porno? Il va être content que je parle de lui. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une sortie de cette civilisation de l'image? Moi, je pense que c'est l'éducation, qu'il faut pouvoir parler de sexualité librement, mais de façon adaptée à chaque âge et répondre aux questions des enfants, parce que je pense que les questions viennent spontanément. Je pense pas qu'il y a forcé l'enfant à parler de certains sujets, mais quand la question vient, je pense qu'il ne faut pas essayer de se cacher et de ne pas y répondre, ou alors essayer de trouver quelqu'un qui est peut-être plus à même d'y répondre. Est-ce qu'il ne faut pas l'aborder? Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Moi, avec ma fille, je ne parle pas spécifiquement de ma fille, mais il y a un moment, alors tu ne vas pas parler de ça à 8 ans ou à 9 ans, à 10 ans, mais il y a un moment où il faut parler de sexualité. Et si tu n'en parles pas, les autres s'en chargent pour toi. Je pense qu'à l'entrée au collège, on n'y coupe pas, voire même, alors en CM2, je sais qu'ils avaient eu un cours obligatoire avec l'infirmière scolaire, justement, et déjà là, ça permettait d'aborder le sujet. Et même peut-être parler aussi de la pornographie et dire que ce n'est pas la réalité. Exactement, oui, tout à fait. Et dire que c'est Kim Kardashian s'appelle un commentaire de votre part, Kim Kardashian? L'amende, elle pourra très bien payer l'amende. Ouais, bof, on va pas pleurer pour elle. Et puis bon, voilà, 250 000 €, au moins tu dis ça aux gens, quoi. C'est ceux qui ont perdu leurs petites économies. Ceux qui ont écouté Kim Kardashian, bon, je ne sais pas. Je ne l'aurais pas écouté pour des conseils financiers. Non, elle est très belle. Voilà, exactement. Alors, plus sérieusement, moi, je vais vous reparler des femmes iraniennes. Ça devient donc... comment dire, on les suit, voilà, on les suit, on voudrait savoir ce qu'elles deviennent et ce qui se passe en Iran. Et donc là, cette fois-là, je voulais vous faire écouter une chanson écrite par un garçon qui est un chanteur pop qui est connu en Iran, que je ne connaissais pas. Je ne vais pas faire comme si je connais les playlists iraniennes. Donc il s'appelle Shervin Arjipour et son morceau s'appelle Baraye. Et on écoute et puis on va en dire 2 mots après, si on peut écouter. برای توی کوچه رقصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زباله‌گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولیعصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای قرصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی.
magnifique. 40 000. Voilà, ça nous laisse sans voix. Donc 40 millions de vues sur Internet. Donc Anaïs est très touchée. Hein. Oui, c'est très émouvant. Moi aussi, ça, c'est très très émouvant. Donc chez Arvind Harjipour, donc c'est un chanteur pop. Donc il a fait cette chanson. Et ça a été vu, on l'a vu 40 millions de fois. Il était arrêté et puis il a été relâché. Et depuis, il a repris la parole en disant que finalement, sa vidéo avait été utilisée à des fins politiques. Donc on suppose qu'il a eu une petite pression, hein, sinon une grosse pression. Et puis vous dire que depuis le 16 septembre, donc le début de ces protestations de rue avec ces femmes qui jettent le voile, qui se coupent les cheveux, donc le 16 septembre, c'est la mort de cette jeune femme Masha Amini, qui a été le déclencheur de ce mouvement-là, mais une centaine de personnes ont été tuées en fait par les autorités iraniennes dans les rues. Voilà, donc semaine après semaine, on va documenter un petit peu ce qui se passe en Iran. Jingle. Alors, retour avec mes invités. Enfin, on était avec nos invités, sauf qu'on est parti en Iran, on est parti aux États-Unis, on est parti en France avec le Sénat. Alors, Anaïs, vraiment, a parlé de son travail d'assistante sociale et puis elle s'est trouvé des points communs, effectivement, avec Mélanie. Mais Anaïs est ici aussi pour nous parler d'une autre de ses activités, une autre de ses passions, les livres. C'est ça. Et si on lisait? Et si on lisait, l'association. C'est quoi? Voilà, c'est une association que tu as créée récemment? Récemment, en juillet, donc juillet 2022. J'ai voulu tout simplement créer cette association parce que je suis une grande passionnée de lecture depuis mon plus jeune âge. J'ai grandi avec une mère qui m'a appris à lire déjà, tout à la maison, avant même d'aller à l'école. Et j'avais envie tout simplement de casser un petit peu l'image qu'on a de la lecture qui se perd en fait au fil du temps, notamment avec l'apparition des écrans et des réseaux, des fameux réseaux. Et des fameux réseaux sociaux, et redynamiser un peu cette activité qui pour moi commence à disparaître un petit peu. Et aussi, d'un autre côté, c'est parti de plusieurs constats de terrain que j'ai pu voir par le biais de mon métier d'assistante de service social, notamment la question de l'illettrisme avec beaucoup de publics adultes qui ne savent pas lire en Martinique. Beaucoup notamment de pêcheurs, des personnes du domaine de la pêche aussi, que je suis amenée à accompagner, qui n'ont pas accédé à la scolarisation. Qui sont sortis tôt du système? Très tôt, très tôt, ou aussi des personnes qui ont grandi avec des parents qui ne lisaient pas aussi, donc, et qui du coup sont devenus aussi illettrés par la suite. Illettrés, ça veut dire qu'on a... Illettrés, c'est qu'on a connu... On a été scolarisés, mais pas suffisamment. Voilà, donc on n'a pas eu tous les apports pour pouvoir lire correctement. Donc, et on en a certains qui ne lisent vraiment pas du tout. Et c'est très handicapant. Très handicapant. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que... Alors, aujourd'hui, donc, toutes tes lectures sur Internet, par exemple. Tu peux aller sur Internet, à moins de regarder tout le temps des vidéos, des films, mais bon, pour faire tes démarches, tu as besoin de lire. Pour tout, surtout maintenant avec la dématérialisation, où tout se fait sur Internet, avec l'espace Amélie, CAF.fr. Donc maintenant, tout se fait via Internet, avec l'utilisation du clavier pour les déclarations trimestrielles. Enfin, tout type de démarche nécessite la lecture, même les courses, tous les actes du quotidien en réalité. Tu peux pas lire un prix quand tu vas faire tes cours, tu ne peux pas faire la différence. Prendre le bus non plus. C'est un handicap. Il y a beaucoup de gens, tu rencontres beaucoup de gens. Oui, il y en a, Il me semble que c'est 14% de gens en Martinique qui sont illettrés. Exact. Tout le monde ne le dit pas au premier abord. Il y a vraiment les gens ont honte. Voilà, il faut créer la relation de confiance. De toute façon, nous aussi, à force d'aller sur le terrain, on repère aussi des personnes qui utilisent des stratégies d'évitement pour ne pas nous dire qu'ils ne savent pas lire. Comment ils font alors? Au niveau de la signature, en général, ça se voit. Parce que nous, on fait toujours signer la feuille d'émargement. Mais quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, en général, la signature, c'est souvent en lettres capitales, le nom de famille, mais avec beaucoup de difficultés, avec une écriture assez lente. Beaucoup de stratégies, notamment quand on veut faire lire un courrier ou quelque chose et qu'on nous explique qu'ils vont le lire après, plus tard. Enfin, ils essayent d'éviter au maximum le contact en fait, avec la lecture, et c'est en général là, on se pose des questions. Quels sont les autres relais pour se rendre compte de ça, de la situation des gens? Parce que toi, tu vas voir les gens, donc tu t'en rends compte. Toi, peut-être aussi que tu peux avoir cette information-là, mais... C'est vrai que je suis étonnée par le chiffre. Alors peut-être qu'effectivement, je n'ai pas pu repérer ces stratégies d'évitement. C'est vrai que maintenant, je vais
y penser. C'est ça. Non, c'est beaucoup. Je crois que c'est le double qu'en France hexagonale. Il me semble que c'est 14%. On en a déjà parlé dans une de ces émissions. Mais donc, effectivement, c'est très handicapant. Ah oui, au quotidien, vraiment. Ce sont des personnes en grande souffrance. Hein. Oui. En grande souffrance, ou même en termes d'éducation. Quand on a des enfants et qu'on ne sait pas lire, pour suivre c'est difficile. La scolarité. C'est difficile. Je pense qu'en tant que parent, on trouve difficilement sa place quand on ne sait pas lire. On a l'impression de ne pas être légitime. C'est des personnes qui ont très peu d'estime. Hein. Oui, d'elle-même. Alors, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu as accès, effectivement... Et en fait, ce que je voulais dire, parce qu'il y a peu de personnes, finalement, qui peuvent se rendre compte de ça. Non. Parce qu'à l'époque, je voulais parler de ça, à l'époque, il y avait le service militaire, dont on dit qu'à l'époque, c'était vraiment un endroit où on pouvait précisément faire ces diagnostics sur les messieurs, en tout cas. C'est ça. Mais aujourd'hui, donc, il n'y a plus ce passage obligé. Je pense que ce sont les partenaires d'insertion professionnelle, en général, qui alertent. Parce que la mission locale, Pôle emploi, ils font faire des tests pour pouvoir définir notamment un projet professionnel. Et au travers de ces tests, on peut se rendre compte quand il y a des lacunes au niveau de la lecture et de l'écriture. Donc je suppose que ce diagnostic étant fait, donc tu t'es dit que tu allais mettre en place une structure. Alors, j'ai d'abord vu ce côté-là, effectivement, de l'illettrisme, mais aussi d'autres problématiques qu'il y a aussi sur la métropole, avec l'apparition encore des écrans, des réseaux sociaux, où du coup les jeunes ont beaucoup moins d'attirance pour la lecture papier. La presse écrite qui disparaît aussi au fur et à mesure. France Antilles qui un coup part, on savait plus trop si ça allait rester. Heureusement, on l'a quand même. On l'a toujours, mais ça montre encore que le papier commence vraiment à disparaître. Et aussi, d'un autre côté, les personnes âgées, un public on va dire que c'est 70% de mon public, parce qu'on a une population vieillissante, mais qui aimait lire et qui, avec le temps, deviennent dépendants, ne voient plus assez pour pouvoir lire. Et du coup, j'avais envie de pouvoir leur permettre d'accéder toujours à ce divertissement-là, malgré ces problèmes de vue, cataracte et tout ce qui s'ensuit, de pouvoir en fait procurer toujours du plaisir, l'amour de la lecture aux personnes âgées notamment. Donc comment tu fais alors? Qu'est-ce que tu fais? Et alors du coup, j'ai créé cette association Ici on lisait. On va voir, je crois qu'on va voir tout à l'heure un numéro de téléphone. Voilà. Pour proposer différentes activités, notamment des cours d'apprentissage à la lecture pour les personnes, les adultes de plus de 18 ans qui du coup souffrent d'illettrisme. Donc ça, c'est des cours qui ont lieu tous les mercredis après-midi dans nos locaux, au Lamentin. C'est où alors? C'est où à Place d'Armes au Lamentin. Donc on est situé au niveau de Jardicache, le magasin Jardicache. On a notamment des lectures de contes, que ce soit pour les personnes âgées ou notamment pour les enfants. C'est chouette ça. Voilà, donc vraiment pour essayer de donner une autre image de la lecture et notamment donner des idées aussi aux parents pour qu'ils puissent peut-être s'inspirer pour la lecture des contes le soir, parce que c'est vrai qu'avoir une lecture monotone, ça ne va pas forcément donner aux envies de s'intéresser à une histoire, alors que nous, on essaye vraiment de dynamiser les choses. Donc tu fais venir des auteurs, tu fais venir des conteurs. Exactement, conteurs. Si on peut se déguiser, on se déguise. Là, en ce moment, nous, on aimerait pour le conte animé, le prochain, La Petite Sirène, parce que c'est au cœur de l'actualité. Donc on aimerait faire rêver les petites princesses de Martinique et puis faire vivre surtout ce conte lors d'une lecture du soir. Alors ça a commencé donc les séances. Voilà. Donc les gens viennent. Alors les inscriptions sont possibles sur notre site internet via un formulaire de préadhésion. Et ensuite, on prend contact avec les personnes pour les tenir informées des plannings et des différentes dates. Et notamment sur les réseaux sociaux, on est présent. Elle est active, hein, Anaïs? Très. Wow. Elle a plusieurs vies. Et alors, toi alors, donc, dans le cadre de ton entreprise... Il y a une autre petite activité que j'ai oubliée, par contre. C'est le club de lecture, très important. Il y a aussi un club de lecture. C'est vrai qu'avant, il y avait des clubs de lecture. C'est vrai. Et voilà, il y a une image peut-être un petit peu, peut-être pas surannée, mais... Mais là, c'est moderne. Club de lecture, moderne. Comment on fait Pareil, on se préinscrit, mais c'est exactement le même, ce qu'on peut voir à la télé, d'un club de lecture. On a majoritairement des femmes, on n'a pas encore beaucoup d'hommes. Ils sont les bienvenus d'ailleurs. Alors, je vais te dire, dans toutes les activités culturelles, il y a majoritairement des femmes. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Et nous, vraiment, dans le club de lecture, on a tout type de génération. La plus jeune, elle a 18 ans, on a des retraités de plus de 60 ans. Et vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir, au-delà de lire un livre, pouvoir débattre. Tout le monde, alors comment tout le monde lit le même livre. Je trouve ça génial. Tout le monde lit le même livre, et puis c'est fight, battle. Exactement. Ouais, c'est bien, c'est pas bien. Tu as aimé, tu n'as pas aimé, mais pourquoi Vous l'avez déjà fait ça ou pas? Oui. Alors le dernier, c'était quoi? Alors là, on est sur Alabama 1963. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est un livre, un roman qui parle notamment de la période de la ségrégation aux États-Unis avec la séparation noir-blanc. Et puis c'est assez original parce que du coup ça parle de la relation qui se crée entre une femme noire et un homme blanc justement, qui au départ tous les séparait et au final à la fin tous les réunit. Et c'est vraiment une très très belle histoire et j'ai hâte justement de passer au débat mercredi prochain avec le club de lecture. Il ne faut pas dire c'est une émission multidiffusée.
diffusé. Donc ce sera avant et après en fait. Et donc entre-temps, on a eu le numéro de téléphone de Et si on lisait l'association. Peut-être qu'on l'aura une nouvelle fois, Mehdi, Giovanni. Ah, c'est bien, les miracles de la technique. 0696... Vous lisez mieux que moi, les filles. 56 83 88. Oui, tu le connais. Tu n'as pas besoin de lire. Voilà, donc mais c'est super, hein, bravo. Hein. Merci. Et toi, donc Mélanie, donc ton activité, tu dis, donc tu vas chez les particuliers. Et puis aussi, tu me dis que dans ton entreprise, il y a un peu d'empowerment, c'est-à-dire que vous avez des responsabilités. Exactement. Et dernièrement, vous avez fait, fait vos patients sortir de chez eux. Exactement. Pour aller donc à la mer. À la mer, tout à fait. Donc c'était mercredi. D'ailleurs, on a eu beaucoup de chance avec le temps. Ouais. Et donc, avec plusieurs partenaires, nous avons pu organiser une après-midi autour de l'eau, donc notamment avec l'association de Coralie Balmy, la ville de Schœlcher et les patients du docteur Barnet de Mangovulsin, avec son association France AVC. Et donc, nous avons pu faire profiter à 6 patients d'un bain de mer, donc aidé ou non d'un tir à l'eau, si les patients ne pouvaient pas aller à la mer à l'aide d'une canne ou de notre aide. Et également le parc marin qui nous a mis à disposition une dizaine de casques de réalité virtuelle. Wow. Donc les patients ont pu faire une plongée sous-marine avec les commentaires de Coralie Balmy. Génial. Donc c'était un formidable moment. Et là, c'est pareil. Le patient le plus jeune a une vingtaine d'années et le plus âgé 70 ans. Et donc là, c'était des malades, des personnes que tu es victime d'AVC. Tout à fait. Mais alors toi, dans ton quotidien, tu rencontres quel type de pathologie ? Alors, ça peut être très, très varié. Tout ce qui nécessite, en fait, des appareillages au domicile. Donc, des patients diabétiques, donc, qui, eux, ont une pompe de diabète sur eux. Donc, eux, ils n'ont pas d'infirmière libérale au domicile. Nous, on est là vraiment pour les former, leur faire choisir leur pompe, parce qu'il y a des pompes différentes selon les besoins en insuline. Après, il y a les patients qui ont la maladie de Parkinson également, qui ont une petite pompe qui peut ressembler à celle du diabète. Les malades de Parkinson ne sont pas que des personnes âgées. Eh bien, pas du tout. Non, non. Le patient le plus jeune que nous avons eu, il avait 38 ans. D'accord. Voilà. Et le diagnostic a été fait avant. Donc voilà. Et après, il y a tous les patients qui ont un cancer, qui sont suivis dans diverses unités et qui peuvent rentrer au domicile entre les chimios ou qui malheureusement sont accompagnés en soins palliatifs. Et alors, tu me disais que tu as eu l'occasion d'accompagner des patients très longtemps. Oui. Une dame notamment qui a eu le temps de se marier, qui était appareillée. Et qui raconte, c'est des expériences humaines qui sont absolument incroyables, non ? Exactement. Une dame qui est restée 2 ans et demi donc dans le cadre d'un cancer. Et puis cette dame est restée, elle était donc le soin palliatif. Il faut rappeler que c'est pas forcément, on va pas forcément décéder la semaine prochaine. C'est un accompagnement jusqu'à... Voilà, et donc cette dame s'est mariée effectivement avec sa pompe à morphine et ça a été un très beau moment et très émouvant de l'accompagner. Donc on était présents. Waouh. Oui. Voilà. Et toi, tu es confrontée à des réalités aussi difficiles. Oui. Il y a des personnes qu'on suit pendant... Enfin, forcément, en tant que... Même si on est professionnel et qu'effectivement, il faut garder cette juste distance, mais il y aura toujours des personnes et des histoires qui vont plus nous toucher. Oui, c'est normal. Parce que parfois, ça nous rappelle aussi peut-être notre histoire à nous aussi. Et on peut se voir dans la vie de famille d'une personne qu'on accompagne. Et c'est vrai que être présent sur une longue période avec des personnes, ça crée des liens et une relation de confiance qui, pour moi, est tellement riche qu'on peut qu'en sortir grandi, même avec la mort. Aussi, jusqu'au bout. Et même avec la mort, en réalité, on en apprend énormément. Et là où on est, je pense, complémentaire, c'est qu'on apporte aux familles des informations aussi à l'entourage, aux patients, à l'entourage. Ils ne savent pas, du coup, que faire. C'est-à-dire que le médecin va poser un diagnostic. C'est quelque chose de très lourd qui tombe sur eux, sur l'entourage. Et le médecin va leur donner des informations. Ça, c'est pour toutes les infirmières, que ce soit dans les services de soins ou les infirmières libérales. Et nous, souvent, ils nous posent des questions derrière. Donc, nous, on reprend les propos du médecin pour réexpliquer, vulgariser, vulgariser le propos. Et puis, je pense que quand on reçoit une mauvaise nouvelle, il y a des choses qu'on n'entend plus. À un moment donné, on se ferme et donc
on est aussi amené à reprendre tout ça. Et nous, on travaille beaucoup en partenariat aussi avec des infirmières qui nous sollicitent au contraire pour tout ce qui est appui des familles en termes de démarches administratives à la suite d'un décès par exemple, ou pour se préparer à un décès, de savoir quel type de démarche Exactement, les gens sont perdus. Parce qu'ils ne savent pas en réalité, c'est très difficile d'accéder à ces droits quand on ne les connaît pas aussi, donc de savoir vers où aller. Ou une personne âgée qui était au domicile tout à fait autonome, du jour au lendemain, il va y avoir une chute, une hospitalisation. À l'hôpital, il faut libérer la place. La patiente ne bénéficie plus, n'a plus nécessité de rester à l'hôpital. Ils ne vont pas savoir vers qui se tourner pour eux. Les enfants travaillent, ils ne vont pas savoir vers qui se tourner pour le maintien au domicile de la personne âgée. C'est là qu'on arrive. Exactement. Et toi, tu es confrontée un peu à la mort? Oui, Et comment tu vis ça à ton âge? Difficilement. J'avoue que c'est une problématique si je peux l'éviter. Mais c'est vrai qu'on a une population vieillissante, donc du coup, j'ai beaucoup de petites mamies qui me donnent des gâteaux et des petits jus qui décèdent. Et j'avoue que c'est difficile, ça attriste. Mais à force, je ne dis pas qu'on s'y fait, mais on accepte aussi. Et je pense que le simple fait d'avoir un lien aussi avec les familles et de continuer d'accompagner d'une certaine manière, même après la mort, ça permet aussi de se consoler un petit peu et de se dire que bon, on a fait ce qu'il fallait et de toute façon, on n'aurait rien pu éviter. Et je pense que ça me fait beaucoup relativiser aussi. Mais je pense qu'on ne s'abitue jamais réellement à la mort d'un bénéficiaire. C'est toujours difficile. C'est ça, c'est ça. Et après, le travail d'équipe aussi et l'équipe, le soutien d'une équipe. Je vois dans mon entreprise, chez HSE, on débriefe, on peut librement parler justement de cas, de personnes qui ont pu nous marquer. Et voilà, on peut débriefer là-dessus. Je vois un peu notre métier comme une sorte d'éponge, imbibée d'eau, donc on gonfle énormément, mais si on ne les sort pas de temps en temps, l'éponge, elle ne peut plus absorber d'eau, donc c'est vrai que c'est super important, au-delà d'entendre les problématiques des personnes, de libérer de temps en temps, dont les réunions d'équipe et puis les responsables de service aussi qui sont là pour ça. Donc, à brûle pour point, tout de go, quel est l'homme qui vous a le plus influencé, Anaïs? L'homme. C'était la question. Qu'est-ce que j'aime ce moment, effet surprise. J'aurais dit une femme, mais tu regardes un film et puis tu t'attends pas à la fin. Tu sais, voilà. Faut que ce soit quelqu'un d'homme. On a parlé des femmes tout le long, mais maintenant je le dois. Il faut laisser la place. Alors, réfléchis, Anaïs. Alors, je réfléchis aussi parce que je vais vite. Faut que ce soit quelqu'un de connu? Non, si tu veux, tu peux dire ton petit ami, ton papa. Je pense que c'est mon père. Bon, tu peux dire ton petit ami aussi. Non, je pense que c'est mon père. Ton parce ex que... Je fais mon assistante sociale à ma créée. Non, je dirais mon père parce que c'est quelqu'un qui est né au Cap-Vert et du coup qui est venu en France en ne parlant pas la langue et je trouve qu'il est extrêmement courageux. Parle portugais du Cap-Vert. Voilà, exactement. Et je trouve ça extrêmement courageux de partir dans un pays qu'on ne connaît pas pour apprendre une langue, surtout la langue française qui est très difficile à apprendre. Il se débrouille très bien aujourd'hui et de voir quelqu'un d'aussi bosseur, en fait, une personne aussi déterminée. Maintenant, il habite au Luxembourg. Ah, cool. Ouais. Il a fait du chemin. Voilà. Mais le fait de voir qu'il travaille et il gagne bien sa vie, et je me dis qu'il est parti de rien. Quel âge il a? Il a 51 ans. Ah, d'accord, ok. Super. Ouais. Bravo. Donc pour moi, c'est inspirant. Mais il vient de temps en temps, il vient te voir, il est revenu te voir? Il n'est jamais venu sur la Martinique. Jamais? Non. Ok. Bon, donc ton papa, il a un nom, ton papa? Oui, il s'appelle Casimiro. Casimiro. Coucou. Il peut nous voir sur Internet, donc tu vas lui dire, d'accord? Quel est l'homme qui t'a le plus marqué, influencé? Alors moi, c'est mon grand-père. Ok. Voilà, donc de Strasbourg. Exactement, qui était boulanger-pâtissier. Et donc à l'époque, dans le quartier, c'était vraiment une des figures importantes du quartier, comme à l'époque l'instituteur pouvait l'être. Donc quand j'allais chez lui, voilà, j'étais au milieu du pain, des boulangers. Ça sent bon, je bon. sens l'odeur, tu sais. Et c'est quelqu'un qui était qui aidait beaucoup aussi son prochain, parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup souffert, qui avait perdu sa sœur et son père en une année. Donc sa maman était vraiment pétrie de chagrin et du coup il s'est un peu élevé tout seul. Donc c'est quelqu'un qui partageait beaucoup. Enfin, il n'aurait jamais jeté un reste de pain ou de viennoiserie le soir. Donc il distribuait via une association également aux gens qui étaient dans la rue. Voilà. Et comment s'appelait papy? Charles. Charles, Voilà. ok. Casimiro? Oui. Et Charles, 2C. Voilà, jingle. Et mon frère s'appelle Charles. Ah ben voilà, il y a toujours des points communs entre ces dames. Jingle, la femme. Ben, il nous reste à peine 3 minutes. Hein.
C'est presque passé vite, n'est-ce pas? C'est incroyable. Ah voilà, Mélanie, alors ça s'est bien passé. Parfait. Parfait, tu reviens. Je pense avec plaisir. Reviens. Vous allez changer de numéro de téléphone, j'en suis sûre. Je pense que vous avez, il faut aller à son club. Moi, je travaille, j'œuvre dans une autre association aussi, donc peut-être. Et tu aimes bien la lecture ou pas? Ah oui, beaucoup. Là, je viens de finir le livre de Jocelyne Béroir. Ah oui. Au-delà de la mer. La mer, voilà. La mer. Loin de la mer. Loin de la mer. Loin de la mer. Loin de la mer. L''AMER. Exactement. Et alors, tu en as pensé quoi? Formidable. J'ai trouvé ça formidable parce qu'il y a une honnêteté dans son écriture et on apprend plein de choses. Pas que sur Kassav, sur la Martinique, sur différents pays qu'ils ont pu traverser. Et puis, c'est incroyable comme le groupe Kassav a pu voyager dans le monde entier, notamment en Afrique, bien sûr. Avant 2009, tu les connaissais? Alors moi, je les connaissais beaucoup parce que je suis arrivée en Martinique en 2009, mais j'ai toujours eu ce lien avec la Martinique puisque déjà mes parents étaient mélomanes et donc écoutaient énormément Kassav toutes ces années. Et j'ai une tante qui est martiniquaise également, donc du coup par alliance. Et donc tu lis beaucoup alors? J'essaye, je prends le temps et j'essaye effectivement de poser le portable parce que des fois on a tendance, il n'y a pas que les jeunes. On peut lire aussi sur le portable. Hein. Ouais, mais alors moi je préfère, ça j'y arrive pas. Oui, mais vaut mieux pas parce que tu peux ça force les yeux, puis le soir tu lis, avant de t'endormir. En fait, voilà, on dit que la lumière bleue du portable utiliser une liseuse alors dans ce cas-là, parce que la lumière est adaptée. C'est ça. Donc le mot de la forme, ce serait quoi donc? Le mot de la forme? Le mot de la femme. Le mot de la forme, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin. Un mot seul, non, je bafouille. Je te laisse. Le mot de la forme, ce serait quoi? Le mot de la fin. Comment on pourrait terminer? Je pense que... Toi aussi, tu bafouilles. Alors moi, ce serait un remerciement déjà pour ce moment partagé tout ensemble, de donner la parole à des femmes finalement qui viennent de milieux divers, pas forcément connus. Donc, je suis très heureuse d'avoir pu mettre en lumière le métier d'infirmière ce soir. Oui, merci d'avoir. Pareil, je pense aussi que un remerciement bien évidemment de m'avoir invitée et aussi de pouvoir un petit peu montrer une bonne image du métier d'assistante de service social parce que ça reste quand même un très beau métier. Mais pourquoi tu insinues que en fait, l'image est assez négative? Non, c'est vrai, elle est plus négative que positive. Oui, vraiment, aux yeux des personnes. Et tu as souffert de ça? Parce que tout à l'heure, on est passé un peu vite sur le fait que tu avais peut-être vécu des expériences un petit peu difficiles. Alors, j'en souffre pas parce que j'aime voir la différence entre le premier entretien où il y a un peu de distance et la fin où je sais que j'arrive à créer une relation avec les personnes et à la fin, on veut plus se passer de moi. Donc, je préfère ça, partir de rien et de créer une relation. Donc, mais c'est vraiment déconstruire cette image-là et valoriser cette profession qui est pour moi magnifique. Et puis, on rappelle le numéro de téléphone de ton association. Et si on lisait, c'est au Lamentin 0696 56 83 88. Merci mesdames, merci Mélanie, Clem, merci Anaïs Javitari. Merci beaucoup. Merci à vous mesdames d'être venues sur ce plateau, d'échanger avec nous. On a passé un bon moment. Avec plaisir. Vraiment, mais je suis sûre que le temps est passé très vite. Voilà, dans quelques temps, je vous réinviterai, vous reviendrez. Avec plaisir, avec joie. On salue toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact régulièrement. Exactement. Et puis on leur fait un petit coucou. Toute l'équipe. Chimbéret, il y a mon travail aussi, Caribis. Voilà, HSE. Des bisous à tout le monde. C'est la chaîne de la pub. Merci à vous de nous avoir suivis dans Forme. Je vous retrouve pour un prochain épisode de Forme avec deux femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires que Mélanie et Anaïs. Bye bye. Merci. Femme.